Je suis désolée d'être là dans ces circonstances. J'espère arriver à, pendant 2 heures, vous sortir un petit peu de l'actualité, ou du moins vous mettre dans une autre actualité, à vous faire un petit peu oublier les drames d'hier, et j'espère par la même occasion arriver moi-même à m'extirper de la torpeur dans laquelle tout ça m'a plongée. Donc je vous prie de m'excuser si vous sentez que par moments je n'ai pas forcément autant d'entrain que j'ai pu en montrer. Ça marche pas ? Ils vous entendent pas bien au fond. Vous m'entendez pas ? Ah oui. C'est-à-dire que oui, il faudrait couper la table. Là, ça va mieux ? D'accord, excusez-moi. Bon, je disais rien de spécial, à part que je vous prie de m'excuser si je montre pas forcément autant d'entrain aujourd'hui que la fois précédente. En tout cas, merci d'être là ce soir aussi nombreux. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais reprendre très rapidement le bref préambule que j'avais fait la dernière fois pour remettre un petit peu les choses en perspective, et ensuite j'aborderai le sujet. J'avais commencé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, en disant que la famille changeait, vous en étiez sûrement aperçu, et que depuis les années 70, un mouvement de fond avait occupé la question de la famille, notamment par la montée du divorce et par son installation durable dans le destin des couples, puisque vous savez qu'on compte aujourd'hui un divorce pour 3 mariages en France et 1 pour 2 à Paris. On a vu également un autre signe de ce mouvement de fond. On a vu les familles monoparentales qui sont constituées dans 85% des cas d'une mère et de ses enfants. On a vu peu à peu les familles monoparentales être reconnues, trouver un soutien de la collectivité pour tenter de compenser, même très imparfaitement, leur précarité. On a vu également dans le couple des parents la puissance paternelle devenir en 1975 l'autorité parentale. Et vous vous souvenez que j'avais évoqué la dernière fois la loi très récente qui déclare que les parents et les enfants se doivent désormais mutuellement respect, considération et solidarité, en lieu et place de cet ancien article qui a duré jusqu'à aujourd'hui quasiment, rappelant que l'enfant devait à tout âge honneur et respect à ses pères et mères. Donc voilà, je rappelais brièvement que la famille change, j'en donnais quelques éléments qui montrent que le droit de la famille change surtout et se fait de plus en plus égalitaire. La famille, ce n'est pas simplement un ensemble de droits, je rappelais également que c'est un ensemble de rôles, que c'est une division du travail, que c'est un ensemble de charges, de responsabilités, de tâches, à la fois matérielle et mentale, et que de ce côté-là, eh bien, on observe depuis les années 70, voire plus, assez peu de changements dans la division sexuelle du travail domestique. Vous vous souvenez que j'avais rappelé que la dernière enquête de l'INED a révélé que toute tâche domestique confondue, c'est-à-dire y compris promener le chien, bricoler et tondre la pelouse, toutes tâches domestiques confondues, les femmes font 41 heures de travail par semaine, quand les hommes en font 23. Par ailleurs, les pères et les mères ne se retrouvent pas à égalité sur le marché du travail, puisque parmi les couples sans enfants, le taux d'activité féminin est de 79%, contre 86% pour les hommes, alors que parmi les couples ayant au moins 3 enfants, dont un de moins de 3 ans, le taux d'activité féminin est de 43%, alors que pour les pères, il est de 95%. Il y a donc, malgré tous les changements qui ont affecté les formes de la vie familiale, que ce soit dans les couples, dans les sexualités, dans les rapports entre les parents et les enfants, il y a le maintien d'une inégalité qui questionne. Alors, pour comprendre la persistance de cette inégalité, je vous avais proposé la dernière fois de revenir en arrière. Je vous avais montré l'émergence du modèle conjugaliste qui conçoit la famille comme un tout unifié, indivisible, reposant sur
le partage du travail et sur la différence de nature entre l'homme et la femme. On avait vu comment peu à peu s'était ajouté à ce conjugalisme une autre forme de pensée sous l'effet de l'individualisme. Cette nouvelle forme de pensée, je l'avais nommée, vous vous en souvenez, le sexualisme. Sexualisme qui avait permis de penser et d'obtenir des droits pour les femmes. Alors aujourd'hui, on en a fini avec ce 19e siècle, on va aborder le 20e, et notamment la période ultra-contemporaine. Donc en fait le 21e siècle, vous voyez comme je suis perdue. En fait, on va aborder aujourd'hui le 21e et voir comment en fait, malgré la progressive égalisation des droits entre les hommes et les femmes à l'intérieur de la famille, on va voir par quel mécanisme se reproduit une telle inégalité dans la division du travail domestique, et on va voir également comment cette division impacte ou est impactée par les inégalités sur le marché du travail. Alors, pour vous présenter ces mécanismes, j'ai choisi une solution de facilité. On va suivre une famille depuis la formation du couple jusqu'à l'arrivée des enfants, donc on va avoir une approche chronologique. Je pense qu'on ne peut pas mieux observer les phénomènes qui opèrent qu'en suivant pas à pas les choix plus ou moins contraints, ou vous pouvez dire plus ou moins libres, selon que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein, les choix plus ou moins contraints ou libres que font les individus. Donc on va commencer par le commencement, à savoir le choix du conjoint, et on continuera ensuite avec l'impact de la parentalité sur la vie domestique et sur la vie professionnelle. Je n'oublierai pas l'impact que peut avoir en retour la vie professionnelle sur les choix et les contraintes familiaux. Et je n'oublie pas qu'il y a en dehors du couple une vie et que les choix professionnels sont parfois opérés avant la formation du couple. J'aborderai ce point de temps en temps à point nommé. Alors, l'histoire du choix du conjoint. Alors je souris parce que je trouve que c'est une histoire... C'est pas une caricature, mais est-ce que vous m'entendez? Parce qu'en fait, D'accord. Non, c'est pas terrible? Là, c'est mieux. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai tendance à être un peu déportée. Alors, je souriais parce que c'est une histoire qui va à l'encontre des contes de fées, donc ce que je vais vous raconter n'est pas drôle, ça doit être pour ça que je souris, c'est pour compenser l'effet de douche froide que risque de faire cette histoire. Cela dit, en général, c'est une douche froide pour les très jeunes. Quand on a passé l'âge de 30 ans, c'est une histoire qu'on connaît, donc je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, je vais juste mettre quelques points sur les i. Alors, la famille débute avec l'arrivée de l'enfant, au sens où aujourd'hui on dit bien que c'est l'enfant qui fait la famille, et dans la plupart des cas, cet enfant naît au sein d'un couple. La formation de ce couple obéit à une règle qu'on appelle l'homogamie sociale. Alors, l'homogamie sociale, c'est le fait pour des individus de choisir son conjoint dans la même classe sociale. Ce phénomène de choix du conjoint dans la même classe sociale, on l'observe dans toutes les classes de la société, à peu près, et on l'observe de manière un peu plus exacerbée aux extrêmes, c'est-à-dire dans les classes populaires et dans les classes les plus aisées. Les sociologues qui ont travaillé sur la formation du couple, par exemple Boson et Errand, parlent très joliment, ils ont une expression, ils parlent de la persistance silencieuse des attractions et des répulsions sociales. C'est-à-dire que, au fond, même si on peut avoir l'impression, notamment quand on est très jeune, que l'attraction est d'abord une affaire de désir libre de toutes entraves, la sociologie montre que le coup de foudre ne tombe jamais au hasard. N'importe qui n'épouse pas n'importe qui. La sélection, par exemple, s'opère dans des espaces sociaux où interagissent des individus qui n'y sont pas venus par hasard. Par exemple, depuis le début des années 2000, on rencontre son futur conjoint essentiellement sur les lieux de formation, donc les études, ou les loisirs. 20 ans avant, dans les années 80, on rencontrait majoritairement son conjoint lors de visites ou de repas chez des amis ou des parents. Si on remonte encore dans le temps, 30 ans auparavant,
on rencontrait son conjoint plutôt dans les balles du voisinage parental. Donc les liens qui se nouent, soit au moment de la formation professionnelle, soit même en milieu scolaire, représentent une part très importante des rencontres. Par exemple, les liens noués en milieu scolaire, c'est 18% des rencontres, alors que dans les années 80, c'était 11%. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, les sites de rencontres, pour l'instant, n'offrent pas beaucoup d'opportunités. Je suis désolée de vous l'apprendre. Pour l'instant, c'est 2% du choix du conjoint. Alors attention, je parle du choix du conjoint, c'est-à-dire celui avec qui on va faire sa vie. Alors évidemment, les sites de rencontres ne sont pas assez vieux pour qu'on ait assez de recul pour avoir une vision assez scientifique de la situation. Alors, d'autres critères dans le choix du conjoint, il n'y a pas simplement le lieu où on se rencontre, il y a également l'âge, l'âge moyen aujourd'hui pour le premier mariage. Je vais vous surprendre, il est assez tardif, puisque évidemment le mariage arrive tardivement dans nos chronologies aujourd'hui, dans nos vies. L'âge moyen au premier mariage est de 32 ans et demi pour les femmes. Alors je parle vraiment du mariage et non pas de la mise en concubinage, etc. Donc le mariage arrive souvent bien après la formation du couple et même après l'arrivée du premier enfant. Vous vous souvenez, je vous en avais un tout petit peu parlé la dernière fois, il me semble. 65% des aînés de fratrie naissent hors mariage. 32 ans et demi pour les femmes, l'âge au premier mariage, 35 ans pour les hommes. Dans les années 60, c'était 23 pour les femmes et 28 ans pour les hommes. Donc vous voyez comme ça a considérablement reculé. Alors maintenant, si je prends la fréquence maximale, c'est-à-dire sur une courbe, le pic, il est beaucoup plus tôt. Il est à 26 ans pour les femmes et à 28 ans. Ce qui montre simplement, donc c'est un pic, on n'est pas sur la moyenne, on est bien d'accord, on est sur le moment où il y a le plus de mariages, mais ça montre bien qu'en fait, il y a un étalement des mariages sur l'échelle des âges. Pour ce qui est des Pacs, on est à peu près sur les mêmes âges. On est à 32 ans pour les femmes et à 39 pour les hommes. Pour les couples de même sexe, les âges sont en moyenne un petit peu plus élevés. Par contre, pour ce qui est finalement presque le plus intéressant, c'est bien, j'ai perdu mon texte, c'est que la mise en couple, c'est-à-dire la mise en concubinage, on n'a pas de chiffres, parce qu'évidemment, ils sont très difficiles à saisir statistiquement, puisque ils sont répertoriés nulle part. Tout se passe dans le privé. Bon, donc, tout ça pour dire que la formation du couple obéit à des logiques sociales d'appariement, faire pair, c'est-à-dire donc de rapprochement des individus qui se ressemblent parce qu'ils se sont rencontrés donc dans les mêmes lieux de socialisation et aussi parce que l'union est perçue comme un redoublement de l'identité sociale de chacun. Autrement dit, former un couple, c'est le plus souvent se projeter dans une vie de famille qui implique de partager les mêmes normes d'éducation et donc des valeurs sociales et culturelles proches. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a cette homogamie sociale. Alors vous allez me dire, mais où est le genre dans tout ça ? Où sont les inégalités entre les hommes et les femmes ? Eh bien, le genre est largement à l'œuvre dans le choix du conjoint. C'est ce que je vais vous montrer. Les hommes et les femmes n'ont pas du tout les mêmes attentes et donc n'opèrent pas leur choix selon les mêmes critères. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on observe chez les femmes ce qu'on appelle une hypergamie. C'est-à-dire que les femmes épousent vers le haut, c'est-à-dire choisissent un conjoint d'une catégorie sociale professionnelle légèrement supérieure à la leur. Alors vous allez me dire, est-ce que ça peut être à la fois de l'homogamie et de l'hypergamie ? C'est pas très logique. Soit on est dans la même classe sociale, soit on l'est pas. En fait, épouser vers le haut, ça signifie pas qu'on transgresse les frontières des classes sociales. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque classe sociale, les femmes iront plutôt vers le haut et les hommes plutôt vers le bas. Typiquement, un médecin et une infirmière, un professeur et une institutrice, un cadre supérieur et une employée, plutôt qu'un ouvrier
et une avocate. Enfin là, vous voyez, avocate, on transgresse vraiment les classes sociales, j'exagère. Mais disons qu'on trouvera plus facilement un professeur et une institutrice qu'un instituteur et une professeure d'université. Donc, ça veut dire que les femmes, encore aujourd'hui, et là peut-être que je vous surprends, parce que vous pensiez que c'était quelque chose de dépassé, mais les femmes, encore aujourd'hui, considèrent le mariage comme un ascenseur social. Alors, il y a d'autres critères genrés dans le choix du conjoint. C'est ainsi, et ça vous l'avez tous observé, vous n'avez qu'à tous vous regarder ce soir. Les femmes font le choix d'un conjoint, en général plus âgé et plus grand. Et ce n'est pas les femmes, enfin je veux dire, quand je vous dis c'est les femmes qui choisissent un conjoint plus grand et plus âgé, vous allez me dire oui mais enfin c'est aussi les hommes qui choisissent des femmes plus jeunes et plus petites. Et en fait non, les enquêtes montrent que c'est clairement un choix des femmes de ne pas se laisser tenter, de ne pas choisir, par exemple sur des sites de rencontres, mais également dans les possibilités qu'elles se donnent. Elles disent clairement qu'elles ne veulent pas d'un conjoint plus petit, alors que les hommes, dans leurs déclarations, disent qu'ils sont indifférents à la taille, pas forcément à l'âge, après ça on rentre dans des subtilités que je n'ai pas le temps d'aborder, mais en tout cas au regard de la taille, les hommes déclarent qu'ils sont tout à fait indifférents. Donc c'est vraiment un choix des femmes de choisir un conjoint plus grand et plus âgé. Et donc à cet égard, les sociologues parlent de domination consentie. Alors, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des explications à cette domination consentie, des explications tout à fait rationnelles. Pour synthétiser, donc, j'ai bien conscience de vous choquer un peu, vous allez voir que tout va s'imbriquer assez rapidement. Donc les femmes choisissent des conjoints qui, à beaucoup d'égards, symboliquement, physiquement, économiquement, ont des moyens d'être plus forts et mieux rémunérés qu'elles. Et le fait est qu'on constate aujourd'hui que dans 75% des couples, aujourd'hui, l'homme est mieux rémunéré que son épouse. Enfin, que son épouse ou que sa conjointe. Là, on est au-delà du mariage. Alors, cette domination consentie, qui est probablement assez choquante à entendre, elle s'explique sociologiquement. En fait, on peut parler de réalisme économique et social de la part des femmes. Voilà comment. Alors, elles anticipent déjà une carrière maternelle à fort impact négatif sur leur carrière professionnelle et donc sur leur niveau de revenu. Anticipant cette carrière maternelle à fort impact négatif sur leur carrière professionnelle, elles vont choisir un partenaire qui pourra, par son revenu, compenser leur moindre contribution aux charges financières du ménage. Dans beaucoup de couples, encore aujourd'hui, le salaire féminin est considéré comme un salaire d'appoint. J'ai bien conscience de vous plomber complètement le moral en vous racontant tout ça. Je suis désolée. Vous vous doutez bien en plus, et là je vais encore plus vous démoraliser, que le choix d'un partenaire à plus fort potentiel économique va faire advenir l'inégalité qu'on a anticipée. Parce que, évidemment, en choisissant un conjoint à l'espérance de revenus plus importante, les femmes se lient les mains, et vous savez très bien en quoi. Au moment, par exemple, où pourra être négocié un partage des tâches parentales, ou un congé parental, ou un temps partiel qui permettra de s'occuper des enfants, eh bien le choix s'effectue selon un calcul rationnel du point de vue économique, tant pour l'homme que pour la femme. Vous avez bien compris que les finances du couple souffrent moins du retrait ou de la diminution du salaire de celui ou de celle qui gagne le moins. Plus le salaire est élevé, plus le mercredi va coûter cher, si en gros, et plus donc le manque à gagner va être élevé. Alors, d'autres choix interviennent, d'autres logiques, d'autres rationalités, je vais y revenir, mais je tenais à enfoncer le clou de manière un petit peu caricaturale parce que c'est quelque chose qui fonctionne encore beaucoup sur ce modèle-là, même si ça ne fait pas plaisir à entendre.
ni pour les femmes, ni pour les hommes. Alors, voilà pour le choix du conjoint. Maintenant, venons-en à l'arrivée du divin enfant. Alors, cette arrivée a des conséquences pratiques fortes sur l'organisation des rôles et des tâches dans le couple parental. Un chercheur de l'INED qui s'appelle Arnaud Régnier-Lollier a mesuré cet impact de l'arrivée de l'enfant dans le couple. En fait, c'est l'arrivée de l'enfant qui introduit la plus forte différenciation et asymétrie entre le père et la mère, c'est-à-dire entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'en fait, l'arrivée de l'enfant fait passer de la femme à la mère, et c'est au moment du passage de la femme à la mère et de l'homme au père que commencent à se différencier les tâches au sein du couple. C'est très intéressant de se dire que ce sont les rôles de père et de mère qui sont plus différenciés que les rôles d'homme et de femme. Ça montre bien l'impact du familial, peut-être au-delà même de l'impact du genre, ou qui vient en tout cas se surajouter à l'impact du genre. Donc les hommes et les femmes ont tendance à se répartir du coup plus équitablement les tâches quand il n'y a pas d'enfants. Alors évidemment, joue ici un grand nombre de représentations. C'est à la mère, tout le monde l'a expérimenté, c'est à la mère que la plupart des psychologues, des médecins, des éducateurs, des personnels enseignants s'adressent spontanément quand il s'agit de l'enfant. Et puis parallèlement, il faut reconnaître que depuis quelques années, ce qu'on appelle le métier de parent s'est complexifié, en dépit d'apparences trompeuses, l'arrivée de l'électroménager ou la possibilité de faire garder ses enfants en dehors de la maison pourrait laisser penser que c'est devenu plus facile d'être un parent. Il n'en est rien. Aujourd'hui, le métier de parent est beaucoup plus difficile et une charge beaucoup plus lourde qu'autrefois, où on avait même tendance à considérer qu'il était une simple occupation. Qu'est-ce que c'est que ce travail parental ? Alors comment on le caractérise, comment on le qualifie aujourd'hui, en quoi il est si lourd à porter et en quoi il impacte tant, vous verrez, les destins des hommes et des femmes. Alors déjà, le travail parental se caractérise par une évidence, c'est la très forte dépendance des enfants qui nécessite une permanence des soins, de la surveillance constante, de l'accompagnement, du soutien psychologique, scolaire, pas seulement nutritif, voire de plus en plus, presque des fois, du développement personnel ou du quasi-coaching. Le travail parental se définit et se caractérise également par une certaine obligation de résultat, notamment la réussite scolaire et la réussite sociale que les parents aujourd'hui doivent à leurs enfants et qui donc apparente bien le travail parental à une forme de professionnalisation. Cette obligation de résultat est assez proche de choses que vous reconnaissez au regard de vous en tant que professionnel. D'ailleurs, il n'est pas du tout anodin qu'on mobilise un terme tel que le burn-out, qui est un vocable qui est venu des métiers du care, pour qualifier donc les tensions, voire les effondrements qui sont propres au travail parental. Il y a un livre qui est paru de Violaine Guéraud il y a quelques années, qui s'appelle « Le burn-out maternel ». Oui, parce que le burn-out, c'est pas quelque chose qui, en général, concerne les papas. Pas encore, en tout cas, pas massivement. Alors, donc, ce travail parental, aujourd'hui, on l'étudie, on l'évalue en termes donc, de tâches pratiques et de charge mentale, une grande disponibilité, une préoccupation constante, y compris qu'on emmène au travail, alors plus selon qu'on est une femme ou selon qu'on est un homme. Et donc, c'est un travail qui engage fortement les parents en termes d'investissements de toutes sortes, des investissements matériels. Je n'ai pas réussi à trouver quelle était la part du coût de l'enfant aujourd'hui dans le budget familial, mais je suis prête à parier que c'est une part qui est grandissante. Mais je n'ai pas trouvé de chiffres, donc là c'est sous toute
sous toute réserve. L'idée m'est venue au dernier moment, j'ai pas eu le temps de faire une recherche approfondie, parce que forcément ça existe, hein, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais je vous parlais donc du travail parental qui engage les parents en termes d'investissement matériel, mais aussi évidemment en termes d'investissement identitaire à travers la perpétuation de soi et à travers son rôle en tant que mère ou en tant que père. Hein. C'est-à-dire que devenir mère, ça n'est pas rien, surtout dans la société maternaliste dans laquelle on est aujourd'hui. Hein, ça vous donne une dignité, ça vous donne un vrai statut et ça c'est évidemment une grande partie, en grande partie responsable aussi de l'implication des femmes dans ce métier-là. Alors, évidemment, ce travail parental tel que je vous l'ai décrit, pas de manière trop apocalyptique quand même, j'espère, mais ce travail parental qui reste largement entre les mains des mères impacte, évidemment, en grande partie l'organisation du marché du travail. Marché du travail qui est largement structuré par la vie familiale, dans laquelle les tâches domestiques sont dévolues aux mères. Donc forcément, il y a interaction entre les deux. Donc c'est là-dessus que je voudrais continuer. Alors, l'interrelation entre la famille et le marché du travail, enfin disons, la découverte de cette interrelation entre le familial et le travail est relativement récente. En fait, elle date des années 60, quand les féministes, d'abord aux États-Unis, au Canada et ensuite en France, ont constaté que, en dépit de l'accès des femmes à l'éducation, subsistaient de très forts écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Simone de Beauvoir, 1949, hein, tout ce courant féministe qui pensait qu'il suffisait de donner l'éducation aux femmes et l'égalité des droits pour que tout soit résolu dans la société. Il suffisait que les femmes soient éduquées pour qu'elles aient un métier et que l'égalité soit réalisée. 1960, on déchante, on s'aperçoit que le salaire féminin moyen représente à peine 61% du salaire moyen masculin. Cela ne va pas beaucoup augmenter dans les années 70 et aujourd'hui on est à 77%. Tout temps de travail confondu, aujourd'hui, les hommes en France sont payés 2 263 € en moyenne et les femmes 1 817 €. Si on inverse le rapport, c'est-à-dire au lieu d'évaluer la part du salaire féminin par rapport à l'homme, si au lieu d'évaluer cette part-là, on évalue la part du salaire masculin par rapport à celui des femmes, alors on constate que les hommes ont un salaire de plus de 30% supérieur à celui des femmes. À poste et à expérience équivalent, aujourd'hui, les femmes touchent encore 9% de moins que les hommes. Alors, cet écart de salaire s'explique en grande partie, vous l'avez deviné, par la division du travail dans la sphère domestique. Alors, plusieurs éléments pour expliquer ou illustrer ça. Évidemment, la première et la plus évidente à laquelle vous avez déjà pensé, c'est que, étant plus engagées que les hommes dans le travail parental et domestique, évidemment, les femmes montrent une moindre disponibilité sur les lieux de travail. Et on sait, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes passent aujourd'hui presque 4 heures par jour à s'occuper des tâches parentales, alors que les hommes y passent 2h24. Donc c'est en partie la raison pour laquelle les femmes demandent, plus souvent que les hommes, un temps partiel, un congé enfant malade ou un congé parental. Ou bien, c'est la raison pour laquelle elles refusent, souvent, pas toujours heureusement, de prendre la responsabilité d'un poste qui requiert une forte mobilité géographique par exemple, ou des horaires de travail à rallonge, hein, notamment après les heures de sortie d'école ou de crèche. Alors évidemment, la moindre disponibilité des femmes du fait de leur implication domestique rejaillit sur leur carrière et leurs revenus, qui par conséquent va rejaillir sur leur retraite. Et en France, aujourd'hui, le montant moyen mensuel de la retraite des femmes est inférieur de 48% à celui des hommes.
c'est bien la famille qui impacte le marché du travail, parce que si on compare les femmes en couple et les femmes célibataires, on s'aperçoit que, évidemment, les écarts de salaire touchent bien plus les femmes en couple que les femmes célibataires. Les femmes en couple perçoivent aujourd'hui un revenu de 42% inférieur à celui de leur conjoint, c'est-à-dire qu'elles gagnent 16 700 euros annuels contre 29 000 euros en moyenne pour les hommes en couple. Les femmes célibataires perçoivent, elles, un revenu de 9% inférieur par rapport aux hommes célibataires. Autre facteur d'impact du familial sur le professionnel, les femmes qui travaillent avec enfants et les hommes qui travaillent avec enfants. Et là, c'est assez sidérant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, je vais un tout petit peu développer. Plus une femme a d'enfants en bas âge, plus son activité professionnelle décroît. Normal, vous allez me dire, le travail parental requiert du temps, surtout avec les plus petits. Mais évidemment, dans ce cas, on pourrait s'étonner que pour les pères, ce phénomène ne se vérifie pas. Le nombre d'enfants n'a pas d'impact sur le taux d'activité des hommes en général. Et quand il en a un, c'est dans un sens inverse de celui des femmes. Exemple, prenez des couples avec 3 enfants ou plus. Dans ces couples, le taux d'activité des femmes est au plus bas par rapport à celles qui ont 1, 2 ou 3 enfants. Leur taux d'activité est à 65,8%. Quand les femmes n'ont qu'un enfant, leur taux d'activité en France est à 82,7%. D'accord ? Dans ces couples avec 3 enfants ou plus, le taux d'activité des hommes est au plus haut. C'est-à-dire plus les hommes ont d'enfants, plus ils travaillent. Il est à 95,3%. Donc il est au plus haut, il n'est pas beaucoup plus haut, puisque avec un seul enfant, les hommes ont un taux d'activité de 94,5%.